sommes dans la Bekaa, à l'est du Liban, à une quarantaine de kilomètres de Beyrouth. Au creux de la plaine, la petite ville de Sadnaïel, 14 000 habitants. Une population assez pauvre qui vit difficilement d'agriculture et d'élevage. 14 000 Libanais donc, mais aussi désormais 40 000 réfugiés syriens. Ils sont répartis dans une soixantaine de campements sauvages autour du village. Ils ont fui les bombardements de l'armée de Bachar el-Assad et la plupart de ces migrants sont venus à pied. La frontière syrienne est à 20 km. Ils ont laissé derrière eux leurs maisons détruites, leurs papiers d'identité et beaucoup de morts. Khalil Chehimi est le maire de Sadnaïel. Il a dû gérer cet afflux de réfugiés avec les moyens du bord, comme tous les autres maires de toutes les autres communes de la Bekaa. Ils sont arrivés à 10, 20, 30 familles. C'était l'hiver, ils ne savaient pas où dormir. On a fait la quête pour leur acheter de la nourriture. On a récolté des matelas, des couvertures, des petits réchauds, du mazout. On a tout installé nous-mêmes. Leur situation était dramatique. C'était au tout début de la guerre en Syrie, en 2011. Les quelques familles arrivées cette année-là au Liban ont vite été rejointes par des milliers d'autres, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers. Aujourd'hui, les réfugiés syriens du Liban sont près de 1,5 million. Les réfugiés palestiniens sont 500 000. Les Libanais sont 4 millions. Il y a donc au Liban un réfugié pour 2 habitants. Record du monde. Quand la guerre en Syrie a commencé, on s'est dit les Syriens vont enfin gagner leur liberté. Mais ce combat est sanglant. On pensait qu'il durait 1 an ou 2, mais dans 20 ans on y sera encore. Le peuple syrien va être exterminé avant que la guerre ne s'achève. Au Liban, on sait comment ça peut être long une guerre. De 1975 à 1990, le pays est un champ de bataille livré aux milices libanaises, chrétiennes et musulmanes qui s'entretuent, aux Palestiniens qui prétendent mener leur combat contre Israël à partir du Liban, aux Israéliens qui multiplient les incursions punitives, mais aussi à l'armée syrienne. En 1990, la guerre s'achève, mais les forces syriennes resteront encore 15 ans, en multipliant pillages et exactions. Arrestations, tortures, rackets, le Liban va longtemps vivre sous la botte du régime syrien, celui de Hafez el-Assad, puis celui de son fils Bachar. L'armée syrienne a humilié tout le monde, grands, petits, femmes et hommes, vieux et enfants. Tout le monde a souffert. Chaque famille libanaise a pâti de l'occupation syrienne. Pour la famille Moallem, ces souvenirs-là sont encore terriblement douloureux. Le 5 novembre 1984, le père de famille, adjudant-chef dans la gendarmerie, sort de sa caserne à Beyrouth pour entrer en permission dans son village de la Bekaa. Il n'y est jamais arrivé. À l'époque, sa fille Anjad et son fils Bachar étaient tout petits, mais ils n'ont rien oublié. Je me souviens de ce jour-là. J'étais rentré de l'école et je m'étais installé ici, dans le salon, pour faire mes devoirs. Je revois mon oncle sur le seuil de notre maison. Il était venu nous annoncer la nouvelle. Il nous a dit qu'on avait perdu la trace de mon père dès la sortie de la caserne. Vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup d'enlèvements, mais aussi les otages étaient souvent libérés. On suivait ces libérations à la télévision. On voyait sortir un otage après l'autre. Alors moi, je gardais l'espoir de revoir mon père. D'anciens détenus libanais en Syrie ont rapporté à la famille Moallem qu'ils avaient croisé le père dans une prison de Palmyre. C'était il y a 10 ans. Depuis, plus rien. Alors, quand les réfugiés syriens ont été accueillis au Liban,
Bachar a eu du mal à refouler son amertume. Ils auraient dû les bloquer à la frontière. C'est difficile pour vous de faire la différence entre l'armée syrienne et les civils syriens? Moi, je ne fais pas la différence. Pour moi, c'est la même chose. L'armée était issue de ce peuple. Il n'y a pas d'un côté l'armée et de l'autre le peuple. La population syrienne savait très bien ce qui se passait chez nous. Ils auraient pu y être sensibles, mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui que l'on ait de l'empathie pour eux? Le pardon est un exercice difficile quand on a perdu son père, et quasiment impossible à l'échelle d'un pays tout entier. Les Libanais se souviennent tous de l'un des derniers actes de la présence syrienne. L'assassinat le 14 février 2005 de l'ex-premier ministre Rafik Hariri. Un homme devenu trop gênant parce que fort de ses succès économiques et du soutien des Occidentaux et des Saoudiens, il tentait de dégager le Liban de la main de fer syrienne. Dans les jours qui suivent, des manifestations géantes se déploient dans Beyrouth. Le 14 mars 2005, plus d'1 million de Libanais descendent dans la rue pour exiger le départ de l'armée syrienne du Liban. Le rapport de force n'est pas tenable. Les alliés de la Syrie lui conseillent de lâcher prise. Le 26 mars 2005, l'armée syrienne quitte enfin le Liban. Regarde la rage. Shirin était une des activistes de ce printemps de Beyrouth. Ça, c'est moi, il y a 10 ans. Le premier qu'ait connu le monde arabe. J'étais euphorique. C'était un rêve de 30 ans qui se réalisait. On ne pensait pas en arriver là un jour. On ne rêvait même pas de ce jour. On n'osait même pas rêver de ce jour. Ah, ça, c'est la photo du départ. 6 ans après cet énorme soulagement, les Syriens ont commencé à revenir. Ce n'étaient plus les mêmes. Ils n'avaient plus d'armes, plus d'arrogance, plus d'exigence. Ceux-là, les Libanais leur ont ouvert les bras. Il ne faut pas oublier que ces gens, en tous les cas pour beaucoup d'entre nous, que ces gens fuyaient la violence que nous avions expérimentée entre 75 et 90. Déjà la violence de la guerre, la violence physique, les bombardements, les tirs, les assauts, tout ça, ne nous est pas étranger. On a vécu tout ça et donc on ne pouvait que sympathiser avec d'abord un peuple qui s'est enfin insurgé contre ça, et ensuite qui subissait les foudres qu'on ne connaît que trop. Au début de la guerre civile chez son puissant voisin, le gouvernement libanais a refusé d'installer les Syriens dans des camps. En 1948, c'est ce qu'il avait fait pour accueillir les Palestiniens fuyant l'annexion israélienne. 70 ans plus tard, ces camps palestiniens sont toujours un énorme problème avec leurs 500 000 résidents. On a donc choisi ou encouragé la dispersion dans de petits camps, dans des bâtiments publics ou au hasard des possibilités. Et les Syriens se sont installés partout où ils pouvaient, en se mêlant à la population libanaise, parfois même dans la rue où ils dépendent de la générosité des passants ou de leur débrouillardise pour trouver de minuscules petits boulots. Seulement maintenant, ils sont 1,5 million et même avec la meilleure volonté du monde, les Libanais n'en peuvent plus. L'empathie n'est plus la même. Les gens sont excédés. Ils sont excédés, ils ont l'impression qu'on respire leur air, ils ont l'impression qu'on utilise leur eau, qu'on ajoute à leur crise de poubelle. Tout ça, les gens n'y pensent pas. Mais c'est réel, ça fait partie du quotidien. Le réel, c'est la consommation d'eau et d'électricité qui explose, le pain qu'il faut subventionner pour que les prix n'augmentent pas, ou la gestion des déchets qui devient de plus en plus difficile tant ils se multiplient. Le réel, ce sont les actes de délinquance qui ont augmenté de 30% en 4 ans. Le réel, c'est aussi les touristes qui ont déserté la côte libanaise par peur de cette guerre si proche. Sur la promenade de Manara, Beyrouth se donne encore des airs de jolie métropole du Moyen-Orient. Mais au cœur de la ville et du pouvoir, on sait que le Liban, déjà très endetté, vit désormais dangereusement au-dessus de ses moyens. À la Banque centrale du Liban, le coût de cette crise des réfugiés
est régulièrement révisé à la hausse. L'activité économique s'est rétractée depuis la guerre syrienne. En effet, avant la guerre, la moyenne de la croissance annuelle au Liban était de 8%. Aujourd'hui, elle est entre 0 et 2%. Ces réfugiés syriens nous coûtent, d'après la Banque mondiale, en coût direct, à peu près 5% de notre PIB. Mais il y a un coût indirect aussi. Le coût indirect, c'est que leur présence, l'insécurité que ça a créé, a fait que l'investissement et la consommation au Liban ont baissé. Et la Banque mondiale a chiffré cela à 2,5 milliards de dollars par an. Comme je vous ai dit, le coût direct est de 1 milliard de dollars. Et tout ce qu'il y a eu comme aide ne dépasse pas les 200 millions de dollars durant les 5 ans, alors que c'est 1 milliard par an. Dans la facture de la guerre syrienne, il y a aussi les tensions qui apparaissent sur le marché du travail libanais. En 2011, avant l'arrivée des Syriens, le taux de chômage était de 11,3%. Aujourd'hui, il est de 25% et même de 36% chez les jeunes. Anas, jeune coiffeur originaire de Sadnaïel, en sait quelque chose. Ça empire de jour en jour, d'année en année. Beaucoup de jeunes quittent le Liban. La crise syrienne nous a touchés de plein fouet. Ils ont ouvert des salons de coiffure partout et ils ont cassé les prix. Avant, parmi mes clients, il y avait beaucoup de Syriens. Mais quand leurs compatriotes ont ouvert des salons de coiffure, eh bien, ils se sont retrouvés entre eux. Et ils ont tous déserté le mien. Parfois, je n'ai pas un client de la journée. Il a fallu que je prenne un autre boulot pour y arriver. Tous les jours, à 14 h, Anas ferme son salon de coiffure pour aller chercher des enfants dans plusieurs collèges. 3 heures d'enfer dans les embouteillages pour un maigre revenu supplémentaire de quelques euros par jour. À quelques rues de là, un autre salon de coiffure, lui, ne désemplit pas. C'est celui qu'un réfugié syrien, Mazen, a ouvert dans un ancien garage. Mazen était coiffeur dans la banlieue de Damas. Il a traversé la frontière libanaise en 2011 quand son établissement a été bombardé. Il s'est arrêté à Sadnaïel, un peu au hasard, et il a réussi à s'en sortir. Tous les jours, j'ai entre 20 et 30 clients. Ça me rapporte entre 100 et 150 $ par jour, plus ou moins. Mazen a pu faire venir sa femme et ses 2 enfants, et il a trouvé ses marques dans un Liban auquel il ne connaissait rien. Il a fallu s'adapter aux gens, à leur façon de parler, à leur accent, pour pouvoir échanger avec eux. Même leurs coupes de cheveux sont différentes ici. Ils suivent beaucoup la mode. Tous les jours, ils inventent un nouveau modèle de coiffure. Mais le problème, c'est que sa petite affaire est complètement clandestine. Il n'a ni permis de travail, ni permis de séjour. Comment voulez-vous que je demande un permis de travail? Ça me coûterait 4 000 $ pour une seule personne. Ici, on nous complique la vie. Nous, les Syriens, on ne demande qu'à s'en sortir. On veut juste vivre dans un pays où il y a la sécurité et où personne ne nous ennuie. Ici, l'administration est complexe, mais pas féroce. Le Liban a toujours été une terre d'accueil. Alors il le restera le temps qu'il faudra. Personne ici ne demande d'expulser les réfugiés. Pourtant, rappel, il y a un réfugié dans ce pays pour 2 habitants. Les autorités se contentent d'afficher impuissance et lassitude. En 2015, nous n'avons accordé que 3 812 permis de travail. Au moment, alors, qu'il y a pratiquement 1 million de Syriens qui travaillent. Je fais des inspections
Mais à quoi ça peut aboutir? L'important, ce n'est pas de faire des contraventions, parce qu'ils continuent à travailler. Ils quittent ce village pour aller ailleurs. Ils quittent cette compagnie pour aller à une autre société. L'important, ce n'est pas de faire des contraventions. L'important, c'est de faire réduire le nombre de réfugiés syriens qui est au Liban. Mais il faut aussi prendre soin des plus fragiles d'entre eux, les enfants. Ils sont plus de 500 000 en âge d'être scolarisés. Le ministère libanais de l'Éducation en a pris en charge près de la moitié. Alors ici, dans cette école publique de Beyrouth, comme partout ailleurs, il a fallu se serrer pour accueillir tous ces petits nouveaux. Les petits Libanais viennent le matin, les Syriens l'après-midi. Les enseignants font journée double, mais cela leur semble complètement normal. Les nouveaux élèves qui arrivent, ils portent en eux tellement de tristesse, de douleur. Ils arrivent avec des parents eux-mêmes complètement perdus, des adultes qui ont besoin de temps pour trouver leur marque. Nous devons donc soutenir les grands et les petits, les parents et leurs enfants. Rachel est la directrice de l'école. Elle n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour que son équipe ne se sente pas débordée. Les enfants sont sages comme des images parce qu'ici règne la paix. Tu es en train de faire quel exercice là? Maintenant il faut écrire quoi? Voilà, très bien. Très bien. Il faut faciliter les choses. Juste ça. Nous avions par exemple des enfants qui n'y connaissaient rien en mathématiques. Eh bien, nous avons réussi à les faire progresser et en quelques semaines, ils pouvaient faire des calculs en français. Il ne faut pas oublier que l'enseignement au Liban est en langue française, contrairement à la Syrie. Il faut donc accompagner ces enfants dès le début et avancer avec eux, pas à pas. Qu'est-ce qu'on va écrire là? D. Parle plus fort. D. Très bien. Tu essaies d'écrire quoi? Devoir. Très bien. Il ne s'agit pas d'une crise de 1 ou 2 jours, mais de plusieurs années. Et il s'agit d'un peuple, pas d'une communauté précise. Il s'agit de tout un peuple qui est à la rue. Et si tu ne lui donnes pas la main, il n'y a personne. Tout le monde doit aider. Rachel est émue quand ses enfants lui disent qu'ils préféreraient rester à l'école plutôt que de partir en week-end. Elle les accueillera tous lundi à nouveau avec leurs rêves de bonheur. Les plus grands passeront peut-être le week-end avec l'association Biladi, Mon pays en arabe. Elle regroupe des archéologues libanais et syriens. Leur idée, c'est d'aider ces jeunes à conserver leurs racines et les beaux souvenirs d'un pays devenu pour eux synonyme d'horreur et de guerre. Voilà la carte de la Syrie. Vous allez voir comment on va découvrir de jolies choses. Il y a des villes, il y a des collines, des campagnes, des animaux, des sites archéologiques, des fleuves comme l'Euphrate et la mer. Qui sait ce que c'est que ça? C'est Palmyre. Tu as raison, c'est Palmyre. Qui connaît le nom de l'ancienne reine des Palmyres? Zenobia. C'est bien, c'est Zenobia. Ces adolescents commencent timidement à se réapproprier leur pays. L'archéologue Johan Farchar sait combien c'est important. À la fin de la guerre du Liban, elle a aidé de nombreux enfants de Beyrouth à renouer avec le passé de leur propre pays. Et elle sait aussi que ce n'est pas simple pour des enfants traumatisés. Les premiers jours, ils refusaient de se mettre à l'intérieur de la Syrie. Ils restaient en dehors de la carte. Ils s'installaient en dehors du tapis. Et les enfants criaient les premiers jours « N'allez pas à Palmyre, il y a Daesh. N'allez pas à Deir ez-Zor, c'est dangereux. N'allez pas à Alep, il y a de la guerre. » Et on leur disait « Mais non, nous, on va là où on veut. » Et c'était ça aussi qu'on voulait partager avec eux. Leur donner ce sens que, de toute façon, en archéologie, on le sait, rien ne dure. Même les horreurs les plus grandes ne durent pas. Tout a une durée limitée. Et la guerre va prendre fin un jour. Il est important de savoir ce qu'on est, ce qu'on a, afin de savoir ce qu'on va reconstruire.
Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Il faut d'abord survivre où on peut. Pour les plus pauvres, c'est souvent aux côtés d'autres plus pauvres encore. Les Palestiniens, comme ceux qui vivent ici à Shatila. Ils étaient déjà 20 000 dans cet invraisemblable enchevêtrement et il a fallu qu'ils fassent de la place à 50 000 Syriens sur 1 km² à peine. Pour Raja et les siens, après leur fuite depuis Idlib dans le nord de la Syrie, c'est tout de même un soulagement. C'est mieux que la rue et ici au moins, ils ont pu brancher une télévision pour avoir des nouvelles du pays, même si ce sont celles de la propagande syrienne diffusée en français à destination des petits voisins libanais. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar el-Assad s'est entretenu hier à Moscou avec le président russe Vladimir Poutine de la poursuite des opérations militaires contre le terrorisme en Syrie et de la lutte contre les groupes. Tout ce que l'on sait, c'est que les Russes et l'armée du régime sont entrés dans Idlib pour arrêter les terroristes. C'est ce qu'ils disent aux infos. Mais nous, on n'en sait rien. Chaque chaîne raconte ce qu'elle veut. Il n'y a pas une version qui ressemble à une autre. Tout ce que je peux faire, c'est regarder les images des civils se faire tuer, sans pouvoir rien faire, à part pleurer. Je pleure parce que mes parents sont coincés là-bas, sous les bombes, et que je suis si loin d'eux. Ce taudis leur coûte 200 $ par mois, plus 50 pour l'électricité et 20 pour l'eau. C'est l'emplacement le moins cher du camp. Mais c'est une bonne affaire pour les loueurs. Ils ne se soucient guère de salubrité, d'hygiène ou de sécurité. Shatila a été prise d'une frénésie de construction depuis quelques années. Tout le monde rajoute des étages pour gagner le peu d'argent dont disposent les réfugiés syriens. On m'a déconseillé d'habiter ici parce que ma fille et moi sommes asthmatiques. Mais je n'ai pas les moyens de vivre en dehors du camp. Alors je reste. J'ai déjà déménagé 3 fois. Les propriétaires précédents nous avaient expulsés de chez eux parce qu'on ne pouvait pas payer le loyer. Et puis j'ose même plus sortir du camp. Mon permis de séjour est périmé et les policiers m'ont confisqué la charrette sur laquelle je vendais des légumes. Si on vous proposait d'aller en Allemagne, vous iriez? On me dit que c'est bien mieux en Allemagne, en Suède, au Danemark. On me dit que tout est bien là-bas. J'ai essayé de faire une demande par le biais des Nations Unies, mais en vain. Il aurait fallu que j'y aille par mes propres moyens. Mais pour ça, il me faudrait 15 000 $. Et je les ai pas. Comme Farhat, de plus en plus de réfugiés syriens rêvent de prendre le large pour se construire une vie ailleurs. Ils savent que la guerre en Syrie n'est pas une question de jours, mais d'années. Les Européens, pour l'instant, se disputent pour en accueillir le moins possible. Le Liban, lui, fait ce qu'il peut pour que 1,5 million de Syriens survivent sur son sol. D'un bord à l'autre de la Méditerranée, les générosités ne sont pas exactement les mêmes.